Dimanche politique sur votre plateau Zone Franche, actualité politique fortement dominée par les législatives 2023, si proche, si loin, la date du 8 janvier est prévue pour accueillir les hostilités. Les partis politiques légalement constitués, du moins ceux qui le veulent bien, affûtent déjà leurs armes. On bat par ici le rappel de la troupe, des militants par là. On s'investit dans des séances d'explication de reddition de comptes. Ailleurs, comme c'est le cas au parti FNN, Nouvelle Force Nationale, on resserre les rangs autour d'un téléthon pour une action citoyenne de mobilisation des ressources financières. Nul ne veut visiblement se faire compter ce rendez-vous électoral ô combien important de la vie politique nationale, avec une législature aux enjeux colossaux. Un parlement de transition pour des élections générales en 2026 et le jeune parti politique que dirige Apollinaire Wilfried Avoyon n'entend pas en rester en marge. Lui qui est d'ailleurs l'invité de votre émission Zone Franche du dimanche. Bonjour monsieur Avoyon. Bonjour cher ami Aman. Nouvelle Force Nationale dont vous êtes le président ambitionne rafraîchir l'Assemblée nationale et vous l'avez dit dans un entretien accordé au quotidien de la Nation, nous sommes le renouvellement de la classe politique 2023, thèse grandeur nature pour le parti NFN qui développe des stratégies adaptées à cette bataille. Donc, quel est l'état de veille du parti dans la perspective d'une première participation aux législatives? Bienvenue sur Zone Franche. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour Emmanuel Aniambossou, Apollinaire Wilfried Avoyon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Zone Franche. Avec vous, on va parler d'un peu de tout, surtout politique en lien avec les élections législatives de 2023. Mais on a noté que pour la santé, pour le reste des activités de votre parti, hier samedi, vous avez procédé à une animation, notamment le Téléthon. De quoi s'agit-il exactement? Oui, je voudrais d'abord remercier. Merci à Canal 3 de nous donner cette opportunité, une fois encore, de nous faire entendre. Parce que très peu de Béninois dans les contrées encore n'ont pas suffisamment compris en réalité notre combat. Mais hier, nous avons eu l'opportunité de dire à un pacteur de militants, de sympathisants et des journalistes et comme des web activistes qui nous sommes. Et c'est quoi notre combat, d'où nous venons. Et à la suite, nous avons fait ce qu'on appelle une collecte de fonds. On a lancé officiellement la collecte de fonds qui doit durer 5 mois jusqu'en septembre prochain, où nous avons des objectifs à atteindre par mois. Alors, pourquoi une collecte de fonds? Pourquoi d'abord un slogan Ichikoy? Pourquoi une collecte de fonds? Je voudrais juste attirer votre attention sur des faits. 2018, on avait dit qu'il fallait une réforme du système partisan. Réduire le rôle de l'argent, que ce soit plus des partis politiques qui appartiennent à des gens, donc des entreprises politiques. Donc il fallait mettre tout national. On a dit dans les partis politiques, dans la charte, que l'État accorde du financement public aux partis politiques. Tout le monde avait acclamé. Malgré tout ce qu'on pouvait avoir avec les contraintes qu'on avait eues, on était tous d'accord que l'État doit pouvoir mettre des ressources à la disposition parce que la constitution, la mise en place d'un parti politique était très 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 difficile. Donc, c'était normal aujourd'hui, malgré on est parti de près de 300 partis politiques, aujourd'hui, on est à 16. Et le système avait prévu en lui-même, en réalité, une autodestruction, une autocensure pour que le nombre puisse se diminuer au fil des ans. Donc, après 2 ans, quand vous ne participez pas à une législative, à une élection législative, donc vous n'existez plus. Dans ces conditions, il y a une loi qui a été fixée, malheureusement, la loi sur le financement des partis politiques, qui fait une restriction. La même loi, il y a une contradiction dans la loi. La loi dit que tous les partis politiques légalement constitués ont droit au financement public. Mais malheureusement, il y a un article, je pense l'article 9, qui vient dire que seuls les partis politiques ayant des élus peuvent avoir accès. Si nous savons que dans les conditions actuelles, nous faisons l'hypothèse que nous ne voulons pas que les partis appartiennent à des individus, parce que quand vous avez l'argent, rien ne prouve que c'est vous qui avez la moralité. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes détenez la probabilité le plus élevée. Donc du coup, on s'est dit, alors, quel est le mécanisme que nous mettons en place afin que les gens l'élu puisse cesser de se foutre du peuple? Je m'explique. Oui. Vous savez, quand vous voyez les députés de la 8e législature, ils ont du mal à aller même sur le terrain. Et je leur ai même posé la question, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à nos militants? Le député a 2 rôles, 2 fonctions principales. Le vote des lois. Alors, mirons-nous dans les votes que les gens ont votés. Et le contrôle de l'action gouvernementale, nous allons revenir sur la cherté de la vie tout à l'heure, le rôle qu'ils n'ont pas pu jouer, que nous puissions vivre ça. Alors, l'élu doit être redevable envers ses militants. Et c'est à la base, et toute la population d'ailleurs. Quel est le mécanisme? Malheureusement, dans notre système politique, nous avons toujours fait un commerce, à la limite moralement
légal, acceptable. Je m'explique. Quand, monsieur Ahaou, vous me passez, j'achète votre téléphone chez vous, à 1000 francs, je donne un montant comme ça. Demain, vous n'allez pas me demander, est-ce que le téléphone est bien chargé? Est-ce que ça reçoit d'appels? C'est fini, ça ne vous appartient pas. Parce que c'est ce que notre population a tout le temps fait avec les politiciens. Ils viennent avec l'argent parce que c'est eux qui ont l'argent. Ils achètent vos votes. Et vous vous frustrez qu'à la main, après 1 an, 2 ans, vous les appelez, ils ne décrochent plus. C'est normal, c'est un commerce. Le monsieur a acheté le vote. Qu'est-ce que vous le revendiquez? Et combien vous achetez pendant 4 ans, 5 ans? C'est 5 000, 10 000, 2 000 francs que nous vendons nos votes. Alors, quel est le système? Nous avons pensé. Et ça, c'est un modèle que nous avons conçu depuis la constitution de notre parti politique. Parce qu'il s'est même inscrit dans nos tests. Donc, nous sommes dit alors, si le lui est redevable, il ne sort pas l'argent de sa poche pour payer sa caution. S'il ne sort pas l'argent de sa poche pour aller, pour dépenser pour les campagnes électorales, vous comprenez avec moi que naturellement, il doit sentir qu'il représente un peuple. Il doit savoir qu'en réalité, qu'il va pour représenter des gens qui l'ont mandaté, qui ont mouillé le maillot, qui ont mis l'argent, la main à la porte pour les financer. Il est donc redevable. Il est redevable vis-à-vis de ses mandants, de toute la population générale. Alors, dans ces conditions, nous sommes dit, environ, nous attendons en 2023 6 millions de lecteurs. Nous sommes dit, allons à la conquête d'1 million de Béninois. Et donc, imagine l'instant, ces gens, j'ai vu des gens donner 10 000, 50 000 hier. Je ferai le point plus tard. Ce n'est pas moi qui vais faire, c'est un huissier de justice qui doit rendre compte. Alors, imaginez globalement en moyenne, même si les 1 million donnent en moyenne 10 000 francs, ça fait 1 milliard de francs CFA. La caution ne coûte malgré. Ils nous ont imposé la caution, je voudrais revenir là-dessus tout à l'heure. On peut payer 163 500 pour la caution. On peut avoir la possibilité d'envoyer au moins 10 millions dans chaque commune pour les frais d'affiche, les frais de campagne, les frais de tout ça, un certain nombre de choses. Ça fera que nous avons un critère chez nous. Ce n'est pas votre compte en banque qui détermine si vous serez candidat chez nous ou pas. Mais c'est votre moralité, c'est votre probité, votre expérience. Parce que j'ai toujours dit, et le président Talon m'a répété la dernière fois, la politique n'est pas un métier. La politique, c'est une fonction que vous venez occuper. Et vous avez une expertise, vous avez un capital social et que vous venez mettre au service. Donc voilà pourquoi nous avons lancé cette collecte qui a reçu un écho favorable. J'étais tellement considéré, parce que nous l'avons diffusé en direct sur nos pages Facebook et Twitter et YouTube. Les militants, parce que la loi dit seuls les Béninois de nationalité, enfin, seules les personnes physiques de nationalité béninoise peuvent contribuer. Donc, c'est eux qui ont demandé comment ils vont contribuer. Malheureusement, nous avons un seul canal. Ce n'est donc pas un aveu d'impuissance financière qui... Absolument. Vous voyez, même dans l'hôtel, c'était déjà même prévu plus tôt. Parce qu'on a dit, si vous êtes élu, parce que nos candidats doivent signer un acte notarial au parti politique pour dire, si demain, une fois élu, je paie la qualité de membre, c'est-à-dire je pose des actes qui m'amènent à perdre le titre de membre du parti, je donne accord au parti politique pour pouvoir m'évaluer toutes les dépenses qui ont été faites pour mon élection. Donc, c'est dans nos tests, l'article 64 ou bien si j'ai bonne mémoire. Donc, du coup, on a des réflexions que nous avons menées depuis la création de notre parti politique. Ce n'est que l'opérationnalisation de nos ambitions de premières heures. D'accord. Alors, on va évoluer, Herman, si vous le permettez. Il y a eu ces consultations, le médiateur de la République, et tout récemment, n'est-ce pas, le clergé catholique qui a donc rencontré les différentes formations politiques. Quel a été le but? Qu'est-ce qui était visé par le clergé catholique et que s'est-il passé exactement? Je voudrais revenir rapidement par rapport au médiateur de la République avant de venir au niveau du clergé. Quand le médiateur nous a invités, on était très réticents. Parce qu'on avait l'impression que ce qui voudrait être fait est déjà connu. Et l'on voulait faire défiler les partis politiques afin de pouvoir légitimer ce que l'on veut faire. On a dit au médiateur, contre toutes les formations politiques qui n'étaient peut-être pas d'accord avec nous, ne modifiez pas les lois qui sont là actuellement. C'est le mot principal, la phrase principale que nous avons transmise au médiateur. Vous savez pourquoi? Quand vous permettez à ces députés qui sont là aujourd'hui, nous savons de quoi ils sont capables. C'est-à-dire? C'est des gens qui sont capables de modifier en une seule nuit quand tout le peuple béninois donne la loi fondamentale de la République, sans aucune consultation. Nous savons, je ne vais pas citer les lois qu'ils sont capables, ils ont voté. Ils arrivent même à voter des lois, à venir s'asseoir pour qu'on leur explique le contenu. Alors, à la veille des élections, à quelques mois des élections, vous demandez à ces députés d'aller modifier la loi qui va régir, les lois qui vont régir en réalité les élections qui viennent. Nous ne savons pas ce ils sont capables de mettre. Ce serait une boîte de Pandore. On ne sait pas quelles dispositions ils vont mettre, mais qui est derrière ça, je ne sais pas. Pourquoi à la veille des élections, nous rendons que nous ne sommes pas à jour?
Aujourd'hui, nous savons ce qu'il y a dans les lois. Nous sommes à jour, nous activons fortement pour Ça sous-entend que les tests en vigueur actuellement, notre parti est en règle. Non, oui, nous sommes en règle par rapport à... Vous ne craignez rien. Nous ne craignons rien. Non pas parce que nous sommes d'accord avec les contenus des lois actuelles. Nous ne sommes pas d'accord avec les dispositions actuelles. Je vous donne un exemple. Pour une élection présidentielle, c'est soit vous êtes maire ou bien vous êtes député pour parrainer. Pour être maire, vous savez, il faut payer 10 000 francs comme caution. Pour être maire, mes chers compatriotes, il faut payer 10 000 francs pour être élu, comme caution. Pour être député, il faut payer, c'était à 100 000 francs avant. Ils ont ramené ça à 3 millions, on a crié, et ils ont ramené ça à 1 500 000. Vous savez, nous sommes à 82,5% des jeunes à avoir moins de 40 ans. C'est vrai, je viens de quitter ça. Mais imaginez un instant, le salaire moyen des gens qui travaillent formellement ne dépasse pas 100 000 francs le mois. Ça veut dire qu'un jeune qui a des ambitions, qui est capable de donner du sien à la République, peut ne pas manger, ni se vêtir, nourrir sa famille, ne rien faire, et ne sera même pas en mesure, en une année, pas capable de payer la caution. Mais vous comprenez pourquoi on dit Tiko. Je pense en réalité il est temps que nous puissions nous lever. Ce n'est pas un combat, une phrase de notre hymne dit, lorsqu'une génération est menacée, il n'y a plus de lutte individuelle. Nous sommes sous menace. Vous savez, ceux qui dirigent le pouvoir, la plupart d'entre eux, ceux qui sont en 56 et 60 et quelques années, ils sont 4,2%. Ça fait plaisir, je le dis. Mais est-ce que nous nous sentons... qu'ils sont minoritaires. Ils sont à la limite... Pour renverser la tendance. Non, dites-moi, est-ce qu'un Béninois sent que les députés qui sont là aujourd'hui les représentent? Pour vous donc, et pourtant, ce sont des Béninois. Pour vous donc, il n'est pas question qu'on modifie les lois telles que c'est en ce moment. Non, parce que vous craignez que ce soit une boîte de Pandore et que vous... Pour une exclusion bien programmée. Donc je pense qu'en réalité que le meilleur aujourd'hui, la seule chose que nous avons demandé, c'est de laisser le jeu ouvert. Laisser les gens aller aux élections, ceux qui sont en règle. Quand quelqu'un paie ses impôts, donnez-le. Mais c'est sans doute aussi, le but visé par le clergé catholique. Non, le médiateur, et quand on lui a fait ce point, on a dit, il nous a expliqué que c'est une démarche volontariste. Donc ce n'est pas quelqu'un qui le lui a commandé. Donc ce sont ces services qui ont imaginé qu'on peut faire comme ça pour avoir des élections libres et apaisées. On nous a suggéré qu'à la fin de la rencontre, que nous puissions nous voir tous les partis politiques, pour nous assurer que voilà ce sur quoi chacun a, que les propositions que chacun y a fait. Mais nous avons également fait les propositions, ce sont les mêmes propositions que nous avons fait il y a quelques 48 heures avec le clergé. On a dit, si vous ne modifiez pas les lois, il y a toutefois des dispositions à prendre. Au niveau de la Sénat, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau du processus d'élaboration de la loi, on a voulu même qu'ils mettent en place, parce que nous avons 3 tendances aujourd'hui politiques. Nous avons ceux qui se disent qu'ils sont mouvants, ceux qui sont dit opposants, parce que dans ce lot encore, il y a un foutu. Il y a ceux qui sont des mouvanciers, il y a encore foutu là-bas. Et il y a des non-alliés comme nous. Des gens qui pensent en être que ces 2 groupes-là, c'est les mêmes personnes qui se divisent en 2 groupes pour nous distraire. Donc, il faudrait que les 3 sensibilités puissent être représentées pour que nous puissions mettre en place un comité de suivi, d'élaboration, de correction et de la validation de la loi. Pour que la loi soit la plus consensuelle, la loi soit acceptée. Nous ne voudrons pas une structure trop grande. Également au niveau de la direction de la Sénat, la direction des élections, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe. Parce que notre cadre législatif ne permet pas d'avoir l'expérience du Sénégal. Le Sénégal, le juge constitutionnel donne le résultat dans la circonscription électorale. Or, aujourd'hui, le juge constitutionnel peut dire j'annule ici, sans donner les raisons pourquoi, qu'est-ce qui a motivé. Donc, quand la NFN gagne dans une commune, dans une circonscription, on peut dire on annule cette voie. Donc, du coup, pour vous empêcher d'avoir les 10%. Donc, je voudrais dire, laissons le jeu ouvert, que la vérité des unes soit ce que nous disons au peuple. Alors, quelle différence vous faites avec les échanges avec le clergé? On a entendu ce que vous avez développé concernant la rencontre avec le médiateur de la République, 48 heures plus tôt, n'est-ce pas, vous rencontrez le clergé catholique. Que s'est-il passé exactement à ce niveau? J'ai eu la chance de voir presque toutes les formations politiques et les autorités en charge des élections, la Sénat, l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, même le président de la Cour constitutionnelle était là. Mais globalement, je pense en réalité que ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Vous êtes trop sceptique, hein? Je suis trop sceptique parce que ça fait déjà 3 élections que nous avons eu à vivre. Vous comprenez en réalité notre sentiment. Du coup, c'était les mêmes propositions, les mêmes récriminations. On demandait juste, parce que il y a des militants des partis politiques qui sont en prison aujourd'hui, qui ne sont pas encore jugés, vous comprenez ça.
1 an, 2 ans après. Mais dites-moi, il faut juger pour qu'on puisse savoir de quoi. Ok, libérez-les pour que nous puissions aller, pour que les gens puissent avoir peur, ne plus avoir peur d'aller aux élections. Les gens se disent, quand on va aux élections, on vous enferme. Vous comprenez? Donc, du coup, il y a cette psychose qui est là. Il y a d'autres qui sont jugés d'une manière ou d'une autre. Libérez-les, ramenez la paix. Et puis, nous allons avoir des élections paisibles. Vous imaginez, je vais plus loin. On a dit, il y a même un député qui aurait, parce qu'il a dit avec un audio, que lui, un certain nombre de carnets, il a estampillé pour avoir les résultats. Un CA de Matéri aurait estampillé, on a vu des vidéos. Et le ministre de la Justice nous a dit que ces actes sont des actes qu'on doit réprimander. Et que ces gens-là seront punis conformément de la loi. 1 an plus tard, vous avez vu quelqu'un jugé depuis là? Mais c'est des actes, ça ne doit pas faire plus d'1 mois. On a vu des vidéos circuler. Les gens doivent être interpellés jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas qui l'a fait. On ne sait pas comment. Si vous ne punissez pas, les gens vont récidiver. Ils vont reprendre ça dans quelques jours. Donc, je pense qu'il y a des dispositions à prendre. Ce n'est que sur ces aspects que nous sommes favorables. Mais les questions de loi, non. Laissez-nous avoir peut-être le pouvoir pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Donc, pour l'instant, laissez les lois telles qu'elles sont. Punissez ceux qui ont fait ces conneries-là, que ce soit Matéri, les honoraires qui ont fait. Traduisez-les en justice, dites ce qu'ils doivent faire, et puis laissez le jeu ouvert. Et nous verrons le reste. Alors, sur la question, Merman, si vous permettez, sur la question des 10%, est-ce que votre parti n'a pas d'inquiétude? Si les tests sont maintenus comme ça, quelle est la cote de popularité, n'est-ce pas, dois-je dire, de votre parti pour pouvoir surmonter cette question de 10%? Parce qu'en arrière, on a observé bien de partis politiques qui existaient bien avant vous et qui ont fait l'expérience et n'ont pas pu franchir ce seuil. Quand je viens souvent sur un plateau, on dit lui c'est qui? C'est un jeune, c'est qui? Mais quand vous dites Etiko, les gens, c'est lui. Voilà. Donc, en fait, le nom de notre formation politique, le slogan Etiko, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Le slogan nous devons souvent. En fait, vous savez, j'ai eu la chance de faire, en dehors des 2 départements, j'ai fait pratiquement toutes les communes. Je suis allé au contact des jeunes et j'ai vu en réalité l'engagement. Faites attention entre la foule et le militant, la foule et le sympathisant. Vous savez, quand vous mobilisez de l'argent, vous allez mobiliser de la foule ici, les gens vont voir que vous êtes... Regardez, tous les partis politiques à l'exception de l'UP demandaient la révision des lois. Quand on était avec le médiateur, pratiquement hier. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Voilà, permettez les alliances, réduisez ceci, faites ceci là. Nous ne sommes pas là. Je vous ai dit ça que nous sommes qu'à 82,67%. Nous n'avons pas peur. Nous voulons d'abord le processus de désignation de nos candidats à la base. Elle est démocratique, le processus est libre. Nous n'avons pas peur de ça. Nous n'avons jamais demandé la révision des lois pour avoir la question de 10%. D'accord. Alors, Herman Anyang-Bosso, oui, d'accord. Je voudrais avoir votre collaboration avec l'opposition, puisqu'on sent que vous n'êtes pas aligné, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous distinguez la classe politique de la mouvance, la classe politique de l'opposition, et vous, qui êtes, je dirais, une troisième catégorie. Mais les gens vous suivent et sentent que vous êtes, en tout cas, opposé à la manière de faire, à la manière de gouverner du régime en place. Alors, comment vous travaillez avec les autres formations politiques qui sont également opposées à la manière de faire du régime en exercice? Je voulais clarifier un truc d'abord. Dès que c'est bon, nous montons sur les créneaux pour dire que c'est bon. Et on félicite, on encourage. La plus forte raison, la dernière fois, au Conseil des ministres, il a été prévu que désormais, le nouveau mécanisme d'élaboration et d'introduction des lois, des projets de loi, que si on veut mettre en place une loi, on doit déjà anticiper sur les décrets d'application de cette loi avant de l'introduire. Nous l'avons félicité, le président Talon, par rapport à ça. Dès que c'est bon, nous disons que c'est bon. Mais si revenant donc la question de s'opposer, non, dès que c'est mauvais, nous avons le courage de dire non, on peut mieux faire. Dès que c'est bon, on dit c'est bon. Dès que c'est moins bon, on dit on fait des propositions. Mais je viens à la question des opposants. Dites-moi, c'est qui les opposants? C'est la question qu'on se pose. Vous savez, je voudrais faire référence à 2 lois qui ont été votées par tous ces acteurs que vous appelez opposants aujourd'hui. Vous dites un nom, je vous dis sa responsabilité dans pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec lui. Je vous explique. La loi sur l'embauche, la loi 86 sur la pension des retraites a été modifiée en 2018. Dites-moi, je l'ai dit la dernière fois sur la radio nationale que j'avais perdu un collègue qui est en face de moi. Il a fait 16 ans de service.
Avant, si c'était l'ancienne, la loi de 86, qui était jusqu'en 2007 en valeur, après 15 ans de service, vous avez droit à une retraite proportionnelle. Donc, les enfants de l'intéressé peuvent jusqu'à 22 ans avoir une subvention de l'État mensuellement, pouvoir continuer, même parce que l'individu a servi l'État. Cette loi a été supprimée aujourd'hui. Avant d'avoir une retraite proportionnelle, il faut faire 55 ans d'âge. C'est ceux-là qui ont voté cette loi-là qui sont aujourd'hui opposants. Non, moi je suis du côté du peuple. Vous comprenez? Je parle de la loi sur l'embauche. Regardez ce que l'emploi est devenu. Non, vous voulez que ces gens-là ont contribué à cette loi. Ils étaient tous la majorité présidentielle quand cette loi a été votée. On a l'impression qu'on devient opposant, pas parce que c'est un projet, c'est une valeur sur laquelle on se base, mais parce qu'on n'a pas trouvé son intérêt dans un camp. Nous évitons depuis un certain temps de parler des opposants parce que la dernière fois, on a envoyé les nôtres dans un cadre et on nous avait classés du côté de l'opposant. Et nous avons fait une déclaration que nous ne sommes pas de l'opposition. Et un président d'un parti politique que j'étais le nom a dit « Ah, il y a des intrus ». J'ai dit « Mais heureusement que j'étais pas là ». J'ai dit « Qui est intrus ici ?» Quand, excusez-moi le cliché, quand un prostitué vient à l'église le lendemain pour que vous avez vu hier, faire toute sa besogne, vient le lendemain bien habillé pour dire qu'il veut prêcher l'évangile, mais vous savez, il peut assortir toutes les belles paroles de sa bouche. Vous devenez réticent. Non, je pense en réalité que malheureusement, pour nous aujourd'hui, on ne connaît que deux personnalités. On ne connaît que Yahi, on ne connaît que Talon. Talon ou Yahi, ce n'est pas une valeur. Talon ou Yahi, ce n'est pas un projet de société. Ce n'est pas des visions. C'est des individus. Ils n'ont qu'une seule voix. Le jour là, ils ont estampé le bulletin une seule fois. Donc, je pense, allons au-delà de ça. Ils sont du soleil couchant. Nous sommes l'avenir, nous sommes le renouvellement de la classe politique. Oui. Et ce n'est pas une question d'âge, je le dis souvent. Oui. Nous sommes du soleil levant. Donc, votre position sur l'échiquier politique national, êtes-vous de l'opposition, êtes-vous de la mouvance? Vous êtes où exactement? Quelqu'un dit, les opposants d'aujourd'hui deviendront des mouvanciers de demain. Oui. Un truc qui n'est pas statique. Demandez-nous alors, c'est quoi notre idéologie? Mais c'est des questions sur lesquelles nous avons besoin d'un système partisan qui se base sur des idéologies, des valeurs de gouvernance. Si tout le monde savait que telle personne est un capitaliste sauvage, personne ne le prendrait. Si on sait que telle personne ne met pas les femmes au cœur de ses actions, telle idéologie ne prône pas la promotion de la femme, on ne voterait pas pour lui. Mais nous sommes tous comptables, mes chers compatriotes, parce que nous sommes des promoteurs de nos misères. Nous devons cesser nous devons changer de paradigme. Voilà notre problème. Demandez-nous c'est quoi notre idéologie. Parce que ceux que vous appelez opposants aujourd'hui, je ne sais peut-être à la sortie tout à l'heure, ils vont faire une déclaration pour dire qu'ils sont mouvanciers. Nous avons le peuple a besoin. Aujourd'hui, la question de un combat d'idéologie. Un combat d'idéologie, un combat factuel. Non. C'est des questions que vous vous opposez pour que l'autre peut vous appeler, pour que vous deveniez tel poste. Nous ne sommes pas là. Nous sommes de l'avenir. Sur ce prisme-là, dites-nous, M. Avognon, quelles sont les conditions pour qu'on organise des élections législatives apaisées en 2023? Et éviter la situation que propose la FNN, oui. De 2020 et de 2021. Et je salue la mémoire de tous les compatriotes qui ont perdu de leur vie. Vous savez, nous sommes des Africains, nous avons des valeurs. Quand il y a une mort, il faut parfois situer les responsabilités. Il faut à la limite punir. Il faut faire des sacrifices, certaines choses. Si nous allons toujours mener des actions qui vont nous amener à avoir toujours des situations de mort, de violence par-ci, par-là, ça n'honore personne, ça souille les esprits, ça souille la République, ça souille en réalité, les membres de nos ancêtres ne seront pas d'accord avec moi. Le clergé ne dira pas le contraire, le vaudouisant ne dira pas le contraire, telle divinité ne dira pas le contraire de ce que j'ai dit. Alors, je voudrais supplier les autorités qui ont en charge les élections, que ce soit la NIP, que ce soit la Sénat, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit l'exécutif, le gouvernement, en tous ces postes, de jouer leur partition. Je voudrais vous donner des questions, des faits pour pouvoir illustrer ce que je dis. Si toutes les tendances politiques sont représentées dans chaque bureau de vote, la question d'estampiller le bureau des bulletins ne sera pas de mise. Parce qu'on va s'auto-surveiller. Donc, il faut permettre aux formations politiques de désigner leurs représentants qui seront des agents de bureau de vote. Nous l'avons proposé. Même avant-hier, quand on était avec les clergé, nous avons écrit, on a signé, on a remis au clergé. Deuxième chose, s'assurer en réalité que dans le processus d'élaboration de la loi qui est en cours, qu'il y a un comité, que toutes les formations, parce que c'est un truc politique.
C'est un outil politique. L'aspect de la rigueur est politique. Qu'on mette en place un comité de suivi pour que nous puissions savoir que ce qui est fait est vraiment le réel. Parce qu'il y a trop de suspicions. Troisième chose, refaire des représentations des tendances, c'est-à-dire quand il parle de la mouvance, de l'opposition des non-alignés comme nous, dans la direction des élections, pour que nous puissions savoir que ce que nous avons vu sur le terrain tout à l'heure avec nos militants, que c'est ça que la Sénat avait affiché comme résultat. Et que la Cour constitutionnelle puisse nous dire, avant d'annuler une voix, réellement, pourquoi. Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Parce que on a l'impression, il était ministre de la Justice. Il était du gouvernement, alors il est revenu à la Cour constitutionnelle. Donc tout le monde sait qu'il est de la majorité présidentielle. Donc normal, on a des suspicions. Donc on demande juste qu'il puisse nous dire un mécanisme pour s'assurer que la vérité des urnes sera donnée. C'est tout ce qu'on voulait. Parce qu'aujourd'hui, le matériel électoral quitte les mairies. Les 77 maires sont la plupart pour de la majorité présidentielle. Et du coup, il faudra que nous puissions avoir l'assurance en que les urnes ne sont pas bourrées avant d'avoir sur les lieux de vote. Donc autant de préoccupations qu'il faut. Et quels moyens les partis politiques comme les nôtres disposent aujourd'hui si ce n'est pas ces gens de collègues que nous avons initiés. Je remercie au passage tous les militants qui ont donné de leurs moyens. C'est un seul canal, il n'y a pas de... C'est un seul numéro MTN que nous utilisons, qui sont sur nos pages, qui sont publics. Du coup, je voudrais demander aux autorités de jouer juste les partitions. L'État, l'histoire politique du pays, l'histoire de la République retiendra leur nom, que c'est en leur temps que nous avons cessé de rompre avec notre cohésion nationale. Alors, vous demandez un service aux décideurs. On va souhaiter que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds, parce que vous souhaitez des élections législatives apaisées, transparentes et autres. Alors, quel travail votre parti, n'est-ce pas, fait à l'endroit des populations? Parce qu'une chose est sûre, on a accumulé des frustrations en tenant compte de tout ce qui s'est passé lors des différentes élections en arrière. Alors, ceux-là qui ont accumulé ces frustrations et qui souhaitent le manifester sur le terrain en termes de violence et autres, quel travail faites-vous pour qu'on n'assiste pas à tout cela? Vous savez, le plus important n'est pas d'inciter les gens à la violence. La violence, personne ne veut de la violence. Personne de son chef ou bien de son gré ou bien il détruit tel édifice, telle chose ne lui fait pas plaisir. C'est pour ça que je dis à chaque nos militants, quelle que soit la situation, la violence n'est pas la meilleure option pour avoir gain de cause. Parce que regardez, la plupart de ceux qui sont morts, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont morts. Vous avez entendu dans cette foulée, quelqu'un de 60 ans, 70 ans décédé lors des élections? Non, c'est des jeunes. Et ces gens-là, peut-être, c'est des militants qui, peut-être, pour quelqu'un, leur a donné tel montant, s'active en réalité pour faire des dégâts. Je pense en réalité que nous devons faire un système patriotique, d'élévation des esprits afin de pouvoir passer de l'immoralité à la moralité. Les jeunes ont-ils tiré leçon de tout ce qui se passe? Vous tout à l'heure, parmi les morts et blessés, on n'a souvent pas les personnes de l'âge que vous avez cité, c'est la plupart du temps des jeunes. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pris conscience? Je l'ai répété à Savert, je l'ai répété à Glasgow, je l'ai répété à Wessel quand j'étais en tournée de là-bas. Je leur dis, le plus important, ce n'est pas, nous savons ce qui s'est passé, le passé est passé. Nous travaillons afin que la confiance puisse revenir, que notre cohésion, nous puissions plus retrouver notre cohésion nationale. Quelle que soit la situation, de ne jamais faire recours à la violence. Mais je voudrais demander à chaque acteur de jouer sa partition. Parce que ne provoquez pas les gens. Faites ce qui doit être fait, ce qui est écrit dans les textes. Et on ne va plus assister à ces situations. C'est vrai, le parti dont vous êtes le président ne voudrait pas d'une relecture ou d'un toilettage des tests avant la législative 2023. Mais sur la question des 10%, et je voudrais qu'on revienne là-dessus, il est dit qu'il se peut qu'on ait une élection des législatives où un seul parti réunit 10%. Ou alors qu'il n'y ait pas de parti politique qui ait les 10%. Dans ce cas, quelle est la position du parti NFN? Non, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que nous sommes d'accord avec les contenus, les dispositions actuelles des lois. Mais l'objectif, c'est pour nous de contenir les lois jusqu'à ce que nous puissions avoir des élections libres et apaisées. C'est vrai, la loi prévoit... Vous craignez qu'on puisse déplacer les choses, c'est-à-dire on résout un problème, on va résoudre un problème, on en crée d'autres. Je l'ai dit, on a l'impression que ce qui veut être fait est déjà su. Et on fait toutes les gymnastiques, parce que même le clergé ne pourra rien. Je l'ai dit. Quand la solution, c'est au niveau du chef de l'État. Parce que c'est lui qui va donner l'impression. C'est lui qui va donner le top. On l'a dit avant-hier. Vous savez,
Quand le chef de l'État dit au début d'une séance avec les clergés, on connaît l'histoire que nous avons, les liens qu'il y a eu entre la République et le clergé, l'Église catholique. Pas Monseigneur Isidore de Souza. Et que le président dit, les jours à venir, nous allons compromettre la cohésion, enfin, nous allons compromettre la paix, je ne sais pas trop l'expression. Ah, il doit dire, il y a un problème. Il doit tout faire pour... Ce n'est pas en public. Allez voir le chef. Non, nous ne devons pas... Contenir ce qui va être fait. C'est comme on a voulu faire quelque chose et on était sûr qu'on allait peut-être faire ce qui s'est passé. Et le clergé a entendu ça. Et qu'est-ce qu'il veut faire encore? Je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire le miracle. Il ne peut rien faire. Donc, le plus important, s'il doit venir la question pour vous, la question des 10%, oui, supposons l'instant, peut-être 11-12 partis politiques vont aux élections et on partage les élections 8%, 9%, de manière à ce que personne n'ait 10%. Là, la Cour constitutionnelle va trancher. Et vous comprenez, on n'espère plus rien. On n'espère plus rien, on n'a vu pas le passé. Ce serait donc l'impasse. Ce serait l'impasse parce que les tests n'ont visiblement rien prévu Rien à ce prévu. niveau. Je voudrais vous dire ceci. Au début, la loi n'a pas prévu le certificat de conformité. Vous vous rappelez. Mais c'est la Cour constitutionnelle, à travers le recours que quelqu'un aurait fait, a sorti le certificat, le bâton magique pour exclure les gens aux élections. Donc, dans ces conditions, on peut dire, peut-être que les partis qui ont déjà eu des députés par le passé, ce sont ceux qui vont... Enfin, je réfléchis à haute voix comme ça. C'est les partis qui ont déjà eu des députés qui verront les sièges partagés. Et on verra encore UPBR. J'espère que nous n'allons pas assister à ça. Et si on disait dans ce cas, ce sont les partis qui n'ont jamais siégé, qui au moins feront l'expérience. Cette fois-ci, vous direz quoi? Non, il faut diviser pour l'attendre les voix, pour juste répartir les députés, que toutes les formations politiques... Parce que, vous savez, il y a des maires aujourd'hui, des élus aujourd'hui qui n'ont pas la légitimité sociale. Je prends le Mai Plateau, où le PRD, lors des élections passées, a gagné des sièges qui devaient avoir la mairie. À cause des questions de 10%, les maires qui sont là, ils n'ont pas la légitimité sociale. Les populations ne se retrouvent pas. Les vrais élus savent que c'est eux qui sont élus. Est-ce qu'on peut donc conclure que vous partagez à peu près la position du PRD sur la question de 10%? Sur la question de 10%, la proposition que le PRD a faite concernant personne ne peut partager une position quelconque de PRD. J'insiste là-dessus. Personne ne peut partager la position de PRD. Et pourquoi donc? Je salue au passage, en été, ceux qui ont fait le présage, que l'oiseau qui fait appel à la pluie ne sera pas épargné. Et le résultat est là, on n'a pas fait 7 ans avant de l'avoir. Quand ils votaient cette loi, j'ai dit, nous ne sommes pas d'accord avec les contenus des lois actuelles. Oui. Mais pour l'instant, nous souffrons le martyre, nous vivons avec pour affronter ça. C'est le PRD qui était, je dis le PRD parce que son président, c'est pour ça que je parle de renouvellement de la classe politique. Vous savez, on a besoin des gens d'un certain nombre de moralités. D'un certain nombre, parce que je pose la question, je leur demande, à qui voulez-vous que notre jeunesse s'identifie? C'est des gens que nos parents ont connus comme politiciens. Nos aînés ont connus comme politiciens, que nous vivons encore comme des politiciens aujourd'hui, mais qui ne sont plus des repères. On lui a dit, cette loi que vous votez n'est pas une bonne loi. Ça va, un député lui aura dit, c'est la mort programmée du PRD. Écoutez, si le mois prochain, dans quelques mois, ils vivent la même chose, c'est fini, le PRD disparaît. On aura la paix. Est-ce que vous ne pensez pas que souvent on a mis trop la corde au cou du PRD parce que le PRD avait son président comme président de l'institution et non majoritaire à l'Assemblée nationale? C'était une question politique sur le terrain. Puisque les propositions initiales, n'est-ce pas, du parti du PRD sont tout autres que ce qu'on a finalement voté. Parfait. Toutes les institutions, les experts au niveau international sont venus au Bénin pour dire que le Bénin est le seul pays au monde que ce niveau de pourcentage est très élevé. Ailleurs, la règle internationale, c'est 5%. C'est la règle internationale, c'est au plus 5%. Comme au niveau national. Parce qu'en fait, c'est quoi? Quand ils ont fait, à la veille des assises, j'étais dans vos studios avec Tanguy Agoy, j'ai dit, on n'espère rien de dialogue politique. C'était 2018, si j'ai bonne mémoire. On n'espère rien de ce dialogue politique. Vous savez pourquoi? On prend les mêmes personnes pour faire la même chose et on aura toujours le même résultat. Regardez, qui sont ceux qui étaient assis
assis à cette rencontre-là. Et pour accoucher, ils ont dit 10%. Au plus qu'ils ont eu à dire. Mais le parrainage, les questions de parrainage, on a dit, nul ne peut avoir plus de 10%. Enfin, mais l'autre a renversé. Vous voyez, on vote les lois et puis on ne voit pas la dernière copie. Il y a plusieurs copies qui circulent sur les réseaux sociaux. Enfin, on voit une dernière version et on a vu finalement au moins. Sinon, le président Talon n'avait pas besoin de près de centaines de parrains. Donc, c'est pour dire en réalité que cette réforme-là, que ce soit PRD ou pas, c'était une réforme qui ne reflétait pas la réalité. C'est qu'il y a un gène fortement engagé pour pouvoir faire des exclusions. Et il était le monsieur qui avait la possibilité de dire non ou oui à ça. Il a accepté. Vous avez les vidéos ont circulé ces jours-ci. Quand un député de son camp lui dit non, c'est moi programmé. L'autre dit non, ne faites pas ça. C'est-à-dire, vous attendez à ce que, en tant que président de l'Assemblée nationale, bien que son parti soit pas majoritaire pour autant, qu'il puisse dire non, cette loi que vous avez votée, je n'en veux pas. C'est la loi de la majorité. Oui. Vous savez, il a dû même suspendre la session en son temps pour recuisiner les choses. Et le président l'a dit, ils ont dit ça dans le discours, que c'est pour voter une loi, c'est des mallettes qu'on envoie à l'Assemblée. Voilà le résultat des mallettes qu'on a envoyées à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est eux qui ont fait. Ils demandent aujourd'hui des alliances. Non, on n'a pas besoin de faire des alliances. On n'a pas besoin il faut dissoudre vos partis politiques pour représenter dans les partis qui sont capables de le faire. Je ne suis pas d'accord avec eux. Nous n'avons pas ce problème-là. Donc, je pense voilà le résultat des mallettes d'argent du contribuable, parce que d'où sont l'argent un député a même dit que lui, quand il voulait le PRD, c'est tel nombre de présidents, on le lui a donné. Jusque-là, est-ce que la BEF l'a interpellé jusqu'aujourd'hui? Non, mais il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Je pense en réalité, voilà le résultat des mallettes qui vont à l'Assemblée, qui ont accouché les 10% aujourd'hui. Quels sont en clair les enjeux pour le FNN des élections législatives 2023. Je l'ai dit, c'est un test grandeur nature. Pas seulement pour nos partis politiques, mais pour toute la République. Parce que c'est un mandat de transition. Quand nous disons transition, c'est que nous voulons quitter un système pour un nouveau système. Je vais vous donner un exemple. Si un autre parti politique n'est pas représenté à l'Assemblée, les élections de 2026 présidentielles sont pliées. Je m'explique. Le délai... On va installer l'Assemblée de la 10e législature en février 2026. Ouais. On aurait déjà demandé aux candidats au présidentiel de déposer leur dossier, dont les parrains, avant d'installer la nouvelle mandature. Donc, c'est les actuels maires, c'est les députés qui seront élus en 2023, qui seront les parrains de 2026. Ouais. Le jeu est plié si l'Assemblée devient monocolore. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, c'est comme si rien n'a changé. C'est comme si rien n'a changé. Donc, nous avons l'obligation, le peuple béninois qui a besoin vraiment de changement, doit pouvoir tout faire pour avoir des gens capables. Parce que il ne faut pas prendre les mêmes personnes pour en faire du neuf. Il ne faut pas prendre l'ancien pour en faire du neuf. Parce que nous les avons vus aux affaires. Nous savons de quoi ils sont capables. Parce que changer d'un cas à un autre n'est pas un projet, n'est pas une valeur sur laquelle les gens se basent, mais parce qu'il y a des mallettes d'argent en jeu, il y a en jeu, des postes ou bien des militants, des trucs qui sont en jeu. Est-ce que la jeunesse béninoise n'est pas résiliente et n'est pas aussi passive et accepte tout pratiquement? Et s'adapte à la situation. Vous savez, quand vous prenez un objet, quand je fais comme ça ne se casse pas. Mais quand je vais prendre une machine, je vais les verser comme ça va vite se casser. C'est la même chose pour les peuples. C'est la même chose pour les générations. Il y a le meilleur moment qu'il faut faire, qu'il faut agir. Il y a l'élément déclencheur qui va le faire. C'est ça que nous sommes en train de déclencher. Dans les règles de la loi, sur les règles en règle de la République, et pouvoir envoyer des jeunes de qualité à l'Assemblée, pouvoir redonner l'image souhaitée à notre Assemblée nationale. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous craignez concernant ces élections de 2023? L'exclusion. L'exclusion. Quoi encore? Non, c'est l'exclusion. Sinon, laissez le jeu ouvert et on fait dans le rang du peuple, vous ne craignez rien. La question du quota ou de la caution à payer, vous ne craignez rien. Vous comptez vraiment sur votre téléthon pour tout honorer. Parfait. Je vous dis, je ne suis pas autorisé pour vous dire combien nous avons mobilisé hier à notre collecte au lancement. Oui. Ça fait 30 jours fois 5. 300 jours, nous allons pour pouvoir faire la collecte. Et en une journée, nous avons eu tel montant. Je porte espoir. Je porte espoir que nous sommes déjà au bout du tunnel. La question des cautions n'est pas un problème.
contribuez seulement. Même si c'est 100 francs, 50 francs, donnez seulement. Parce que là, nos militants, nos députés seront redevables envers vous. Nos militants seront vos mandats réels. Parce qu'ils n'auraient pas venu avec l'argent pour acheter vos voix. Donc, nous n'avons pas de paix par rapport à ça. 150 jours de collecte, c'est vrai pour... 300 jours de collecte. Vous avez dit, c'est moi. Oui. C'est moi. Ah oui, voilà, c'est moi. Voilà. Justement, si vous permettez, on va passer à l'autre sujet. Oui. La vie, la cherté de la vie. La cherté de la vie, c'est là que je voudrais en venir. Puisque vous parlez de Téléthon qui consiste à collecter les fonds, n'est-ce pas? Le peuple béninois, en tout cas, se plaint de ce que les produits de grande consommation sont devenus chers. Quelle garantie vous avez d'abord, avant qu'on en arrive là, quelle garantie vous avez que malgré cette vie chère, les gens vont effectivement continuer à cotiser, à contribuer? Si nous ne changeons pas les donnes le plus tôt rapidement, nous allons nous retrouver rapidement dans un état, à la limite d'un état de faillite. Oui. Vous savez, il y a eu quelques jours, peut-être que ça continue encore, le gouvernement a diligenté toute une équipe de ministres, de cadres de haut niveau sur le terrain pour pouvoir dire aux gens pourquoi ils ont fait. C'est à la limite un crime. Je pèse bien mon mot. C'est méchant. Développer. C'est méchant, je répète, c'est un crime, c'est méchant. Les gens ne trouvent pas à manger et vous prenez leur argent. Vous savez, quand un fonctionnaire de leur niveau se déplace dans une journée, je ne vais pas avancer, les tests prévoient le montant qu'ils prennent. Allez chercher, vous allez voir ce que chacun d'entre eux prend dans l'argent du contribuable pour aller sur le terrain. Quelqu'un quitte Cotonou pour aller à Malanville, pour aller là-bas, un véhicule, fait tout ça tourner, c'est pas moins de millions de carburant. Vous comprenez ce que je dis dans le contexte actuel. Et on va pour l'urgence. Voilà pourquoi vous avez faim. C'est-à-dire que ce n'était pas... Je vous donne un exemple. On peut comprendre aux populations quelles sont les raisons qui justifient la flambée des prix des produits. Attends, je vous donne des exemples pour expliquer. Nous faisons frontière avec l'Ukraine. Je veux savoir si le Bénin fait frontière avec l'Ukraine. Parce que les gaz domestiques, il n'y a pas un pays autour de nous ici qui a un montant 1,5 fois arrêté le montant que nous utilisons. C'est 3 000 quelque chose ici au Togo ou bien au Burkina et nous sommes à 5 millions. Qu'est-ce que vous voulez expliquer à la population par rapport à ça? Le Bénin ne je viens. Pas du gaz. Ce que nous faisons est méchant et un crime. Je pèse bien mes mots. Et j'ai écrit le jour que j'ai vu qu'ils ont autorisé la tournée, j'ai dit qu'il a pu conseiller ça au chef de l'État parce que ce n'est pas de son style. Vous étiez d'ailleurs choqué. J'étais très choqué parce que ce n'est pas le style de Talon ça. Ce n'est pas son style. Je voudrais bien savoir qui a réussi à le convaincre pour qu'il puisse accepter ça. Je continue mes propos. Pourquoi c'est un crime, c'est méchant. Je dis c'est méchant. Jusqu'à présent, depuis que nous avons tout le temps fait la lutte contre l'essence frelatée. Vous comprenez? Quand le gouvernement du Bénin a subventionné l'engrais à la hauteur de ce qu'il peut faire, ce qu'ils ont fait, on a mobilisé tout le monde pour que nos engrais n'affranchissent pas nos frontières. Tout à fait. Combien de tonnes, de litres d'essence frelatée viennent au Bénin chaque jour? On ne peut pas dire. Plus de la moitié de la consommation en réalité de notre essence là, c'est l'essence frelatée. Parce que nous n'avons même pas de station par-ci par-là pour que les gens puissent prendre de l'essence. Il y a de plus en plus de vous allez juste à Semé, je ne dis pas à la frontière. Parce que tout le monde le fait, tout le monde prend l'essence frelatée. On ne peut pas dire, vous allez à Semé, juste avant les douaniers là, l'essence est à 200, moins de 300 francs. Et vous venez ici, l'essence est à combien? L'essence est à 500 francs. Parce qu'on oblige les gens, l'État, les douaniers prélèvent de la taxe. Sur chaque bidon, les gens nous ont fait des témoignages. Ils prélèvent de la... Est-ce que c'est dans ces conditions? On a reçu sur non, je viens. un président d'association de vendeurs qui nous a dit que vous comprenez quand quelqu'un a écrit sur sa page Facebook, les gens disent qu'ils félicitent le gouvernement qui a ramené le montant de l'essence à tel montant. Mais c'est un crime ce qu'ils sont en train de faire sur le dos de l'État, des populations. Mais dites-moi, qu'est-ce qui justifie alors que à la frontière, juste que ce soit à 200, quelque chose, moins de 300 francs, que 10 km après, que ce soit à 1000 francs. Je ne demande pas que les gens payent des impôts. Mais quand vous dites que c'est un produit prohibé, ne prenez pas des taxes là-dessus. Faites tout pour que ça ne se vende pas. Mais dès que vous ne commencez pas à prélever 1 franc là-dessus, ça devient un produit. Les autres subventionnent et vous prenez ça.
Mais vous subventionnez, vous ne voudrez pas que les autres prennent. Et au même moment, parce que tout ce que nous faisons comme déplacement, que ce que nous consommons, tout ce que nous faisons autour de il y a le coût de l'essence de déplacement qui rentre dedans. Dès que l'essence monte, tout monte. D'accord. Est-ce que vous ne pensez donc pas que nos populations, nos commerçants ont besoin d'être sensibilisés, d'être informés des réalités l'image que la tournée gouvernementale donne. Il y a moins de 3 semaines, j'avais demandé à nos militants, à la population et sur nos canaux pour dire quand les députés viendront dans les contrées pour faire reddition de comptes, demandez-les qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour améliorer votre condition de vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Ils ne pouvaient plus aller sur le terrain. Et du coup, il fallait trouver un mécanisme pour les envoyer sur le terrain, pour qu'ils puissent aller parler à leur population pour qu'ils ne soient pas chassés. Ce n'est que ça. Parce que je ne sais pas. Regardez, quand ils sont allés partout, ce que ça a donné comme résultat. Peut-être les gens font les communications et c'est pour ça que je vous dis, nous sommes porteurs d'un projet. Et je ne suis pas actuellement autorisé à donner les passes. Nous ne sommes pas encore en campagne. Une fois d'ici les plateaux, ils pourront rechemiser ça pour en dire, faire en sorte le projet. Mais nous sommes un projet qui consiste à mettre le Béninois au travail, au travail. Mais deuxième chose... Vous pensez que le Bénin n'est pas... Non, le Bénin, les conditions... Les jeunes veulent travailler. Je vous donne un exemple. Quand le pont marchait, tout marchait, il y avait moins de braquages, moins de ci par là. Les jeunes trouvaient quelque chose. Personne ne veut rester dans la loisiveté. Je voudrais vous dire, pour éviter toute question, notre projet se base au-delà du fait de mettre le Bénin au travail, travailler fortement sur 2 actions. Rendre la presse béninoise libre. Parce qu'ils sont la presse est dans une déchéance. Donner les moyens à la presse et les permettre de dire ce qu'ils voient. Deuxième chose, libérer la justice. Si vous libérez la presse, le juge ne craint pas pour sa famille, ne craint pas pour son boulot, ne craint pas pour la sécurité. Aucun politicien ne peut faire ce qui se fait actuellement. Il rendra compte. La presse est là pour dénoncer, la justice est là pour sanctionner. C'est les deux. Et on met le Bénin au travail, vous travaillez, vous avez votre pain, vous payez les taxes, l'État va fonctionner. La presse fait son travail et aucun politicien ne peut faire ce qui se fait actuellement. Nous sommes protèges d'un projet pour un Bénin nouveau. Nous allons mettre le Bénin au travail et c'est pour ça que nous allons demander, pour commencer, de mettre des gens de qualité, valeurs, qui ont de la moralité. Et je voudrais demander, quelle que soit la situation, la cherté que nous vivons et nous compatissons, si vous ne faites pas le geste actuellement, nous allons pouvoir toujours faire la promotion des promoteurs de nos misères. Vous avez la critique assez contre cette tournée du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous proposez en retour face à une situation actuelle où les populations sont dans la tourmente, sont dans la panique parce que la situation en Ukraine n'est pas encore terminée. Le Bénin importe de l'Ukraine. Et il y a la rareté des produits. Oui, ici. absolument. Le Bénin importe de l'Ukraine de 4,8 milliards en moyenne en réalité de blé. Juste blé. À la place de cette tournée, on pouvait dire, vous savez, le pain de Ouida, le pain de trucs comme ça, c'est avec du manioc. On peut dire, les universités d'agriculture, le gouvernement vous appelle, on va aller en compte pour dire, en 2-3 mois, sortez-nous les meilleurs procédés avec nos produits locaux pour faire du pain. Et avant les 3 mois, on fait comment pour manger? Est-ce que nous ne mangeons pas ici? Nous continuons de manger. Nous continuons de manger. Nous allons souffrir le martyre pour quelques jours. Dites-nous, il suffit d'un détour de comportement de commerce extérieur. Regardez autour de nous tout ce que nous utilisons. Ceux qui les fabriquent ailleurs n'ont pas niveau BBC, qui les fabriquent. La formation professionnelle. Donc il faut pas, c'est vrai, il faut souffrir un peu le martyr aujourd'hui, mais il faut poser des jalons pour que d'ici à là, nous puissions régler cette question-là. Et consommons local. Et hier, quand nous avons fait notre dîner de gala, pour lancer notre collecte de fonds, nous n'avons utilisé à 99% rien que des produits locaux. Il y avait du com, il y avait de tchapalo, il n'y a aucun produit importé. Il faut commencer par là. Mais par contre, un député, je ne sais pas s'il est fier de ce qu'il dit, qu'il faut dire aux fonctionnaires qu'il faut porter des uniformes pour aller au bureau. Heureusement, les gens lui ont montré qu'il faut donner tel ou tel véhicule au cadre. Non, mais c'est les gens se foutent. L'élu du peuple qui se fout du peuple. L'élu du peuple qui se fout du peuple. Et il faut arrêter ça. Demandez, lui s'est habillé comment? Il était en costume quand il parlait. Il n'a pas honte. Non, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on passe à autre chose là. Comment voyez-vous l'avenir par rapport à la cherté de la vie, sur le plan socio-économique? Si on ne change pas de paradigme, ça va être dur les jours à venir. Si nous ne changeons pas de paradigme, nous sommes des élus. À côté, mais il faut comprendre ce qu'il dit. Nous sommes des élus parce qu'il y a des gens dans les contrées qui n'attendent que peut-être 23. Un conseil, un élu local a dit dans le Mono, jusqu'à 23 heures, les gens ne savent pas encore le premier repas, ce qu'ils vont manger pour se coucher.
Nous devons changer rapidement le paradigme. Si nous avons la deuxième vallée la plus changement riche... du paradigme passe par la consommation du local, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous préconisez, vous proposez? Chaque chose, si entre-temps, on avait peut-être valorisé notre vallée. Vous savez, le président Talon, au début de son mandat, avait évalué le montant que l'ancien régime avait investi dans les infrastructures de routes. Il a dit que ce n'était pas bien. Les routes étaient jolies, mais que lui, il avait constitué en réalité de ressources pour évaluer, modifier notre système agricole pour que nous puissions avoir tout ça. Si entre-temps on avait investi tant de... C'est vrai, on a besoin des routes, c'est joli, c'est beau, on part là-dessus. Je suis d'accord. Mais si notre vallée était mise en œuvre, en valeur, je vous assure qu'aujourd'hui, peut-être les gens allaient te demander à venir acheter au Bénin des vivres pour se nourrir. Parce que notre vallée peut nourrir une bonne partie de l'Afrique. On ne serait pas ça aujourd'hui. On aurait transformé peut-être ces produits-là pour nous détourner notre commerce. Plus de 4 000 milliards arrêtés d'importation par an. Mais je pense en réalité que nous sommes une terre bénie. Nous avons tout ce qu'il faut et malheureusement, nous avons des politiciens qui sont mis peut-être essentiellement par la volonté de se maintenir. Ils ont l'avenir derrière eux, comme Alain Foucault le dit, mais nous sommes l'avenir. Nous pensons en réalité, nous pouvons changer les donnes. Et pour ça, si nous ne changeons pas de paradigme, soit en mettant nos universités à l'œuvre pour qu'ils nous trouvent les meilleures manières. L'INSA peut faire le point des produits dont nous dépendons de l'extérieur. On dit tel produit, telle université, tel produit. Trouvez-nous les meilleurs procédés, les trucs qui sont de nos produits locaux pour avoir ça. Et en 2, 3, 6 mois, on met les ressources au niveau des universités. C'est à quoi ils servent, c'est à ça ils servent. Et non à former des gens qui sont devenus des docteurs, qui sont des chômeurs. Non. D'accord. On va aborder la question sécuritaire, mais avant, je voudrais qu'on s'intéresse à cette décision prise en Conseil des ministres il y a quelques jours en arrière, la création envisagée donc d'une cour spéciale pour régler les questions foncières. On sait combien le problème du foncier se pose un peu partout dans nos communes au Bénin. Quelle est votre lecture de cette mesure, n'est-ce pas, qui est prise par le gouvernement? D'abord, tout part du code foncier qu'il faut réviser. Ils ont révisé le code, mais ils n'ont pas tenu compte de nos cultures, nos réalités culturelles. Je n'ai pas pour l'instant, je ne connais pas les prérogatives, les activités, comment ça va se conduire, donc je ne peux pas me prononcer, mais je voudrais porter cet espoir que la cour du foncier ne sera pas comme la Criette béninoise, qui pourra peut-être permettre de régler des comptes avec des politiciens, un certain nombre de choses. Donc, je suis favorable peut-être qu'on crée une cour qui permet peut-être de pouvoir réglementer les choses. Vous allez dans d'autres pays, la terre n'appartient pas aux individus, la terre appartient aux États. Peut-être il y a des terres qui sont là, et les gens disent c'est pour moi, mais ils font rien avec. Mais malheureusement, tu ne peux même pas avoir. La loi prévoit que vous puissiez demander à avoir assez. Mais dès que le monsieur ne veut pas, vous pouvez avoir la terre, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire. Nos cultures, nos réalités sont tout autres. Donc il faut repenser les choses. Le problème n'est pas question de coût seulement. Il faut aller au-delà de ça. Légiférer pour que, de façon très concertée, que les gens puissent libérer les terres ou bien permettre un mécanisme accepté pour que les terres puissent être mises en valeur. Donc pour moi, je porte espoir que la Cour ne sera pas comme Cour pour régler les comptes aux gens. Oui, mais est-ce que vous-même vous prenez conscience du problème qui est celui du foncier au Bénin, les litiges domaniaux par-ci et par-là, les questions liées donc à la terre dans nos différentes communes? Je voudrais vous dire, il y a les lois qui ne sont pas adaptées aux nos réalités, qui aggravent la situation chaque jour. C'est ça. Vous savez que l'année prochaine, tout est que vous n'avez, qui n'a pas été foncier, vous ne pouvez plus faire des transactions. Quelle est la communication que le gouvernement fait pour que cette situation arrive? Mes parents, peut-être au village, n'en savent rien. J'en ai parlé la dernière fois, les gens étaient surpris. Oh, le délai vient. Donc, c'est des lois qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Du coup, je sais qu'il y a des problèmes fonciers. Les mêmes personnes vendent les mêmes terres par-ci par-là, mais l'ANDF règle une bonne partie des questions aujourd'hui. Vous voulez acheter une terre aujourd'hui, vous allez à l'ANDF, on va vous dire s'il y a de telles choses sur sur cette terre à qui ça appartient ou pas. Si donc, est-ce qu'on a besoin réellement d'une cour spéciale? Je ne sais pas. Je voudrais voir comment ça va se passer. On verra bien ce que ça va donner. D'accord. Les abus sexuels qui sont devenus fréquents au Bénin, il y a même de ces communes qui excellent dedans, dans le rang des enseignants, en tout cas dans le monde scolaire, universitaire, dans l'administration, un peu partout. On parle des abus sexuels, des abus
qui font donc l'actualité. Quelle est votre analyse? Ça devient de plus en plus inquiétant. Oui, il faut continuer la sensibilisation. C'est ça. Il faut en parler dans toutes les chapelles, partout il faut en parler. Parce que c'est également, c'est vrai, il faut en faire cas. Également, il y a des hommes qui subissent ça et on verra bien ce qu'on peut faire. C'est une question d'éducation, c'est une question de sensibilisation sur lesquelles il faut revenir chaque jour. Je ne veux pas en dire long. Nous sommes au terme de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Non, je voudrais dire deux choses. Premièrement, demander aux autorités de laisser le jeu ouvert. Les élections doivent être une fête. Vous insistez. Hein? Laisser juste le jeu ouvert et demander à nos militants. C'était fermé, c'est ça? Non, tout le monde savait que les jeux étaient fermés. Les certificats de conformité qu'on a sortis, les parrainages qu'on a confisqués, tout ça, c'est des jeux. Non, n'ayons pas peur de dire les choses. Maintenant, tout ça, c'est du passé. Faisons les choses pour que les élections soient libres. Et je voudrais inviter les militants, d'abord leur dire merci. Merci pour hier, le geste fait. Merci pour les sympathisants et dire à la diaspora que d'ici à là, que nous allons trouver le mécanisme pour qu'ils puissent contribuer également. Vous êtes béninois et nous avons suggéré même aux médiateurs, trouver le mécanisme pour que la diaspora puisse voter même pour les élections législatives. Merci à Canal 3 également de nous donner cette opportunité de nous faire entendre. Oui, mais qu'est-ce qui fait la réticence des acteurs politiques à débattre des sujets d'actualité? On constate que... Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Mais vous êtes libre? Oui, moi je dis ce que je pense, dans le respect de l'autorité. On peut donner son opinion dans le respect de l'autorité. Il ne peut pas venir parler. Qu'est-ce qu'ils viendront dire? Avant-hier, quand on était au truc là, ce n'est que les partis politiques de telle opposition qui partaient, mais les mouvances ne parlaient pas. On demandait, d'autres sont sortis de la salle. Ils ne sont pas libres, ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour qu'on dise que c'est moi qui ai dit? Bon, donc ils ne sont pas libres. Regardez, même un député, il dit que lui n'a pas voté la loi et qu'il était sorti manger, mais prendre des médicaments, tout ça. Ils ne sont pas libres, ils ont peur. Or, quelques jours, quelques minutes après, tu disais que toi, tu ne vas pas voter pour cette loi. Le président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il ne va pas voter pour cette loi et qu'il a finalement voté pour la loi sur l'interruption. Les IVG. Bon, vous comprenez ça? Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Je suis désolé, ils ne sont pas libres. Bon. Apollinaire Wilfried, on a compris l'essentiel de votre message. Merci d'être venu sur le plateau de Zone Franche. Vous êtes le président du parti La Nouvelle Force Nationale. Avec vous, on a parcouru un peu de tout, l'actualité nationale en lien avec les élections législatives du 8 janvier 2023. Emmanuel Niambosso, merci. Chers téléspectateurs, merci. Prenez le rendez-vous du dimanche prochain. Merci. Portez-vous bien.